Alors salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble Livewire. Donc Livewire, c'est un système qui va vous permettre de créer des composants dynamiques sans forcément avoir besoin d'un framework front-end tel que Vue.js, React ou autre. L'idée, c'est que ces composants vont être entièrement pilotés depuis votre application Laravel. Alors ce que je vous propose, c'est de le découvrir très rapidement avec un exemple simple, et ensuite on mettra en place un système de data table. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez classique finalement dans des back-office. On veut avoir un tableau qui liste nos utilisateurs avec la possibilité de réorganiser chacune de nos colonnes. On veut avoir la possibilité d'éditer rapidement un utilisateur pour changer quelques informations. On aura un système de recherche qui automatiquement, dès qu'on arrête de taper, se mettra à rechercher. Et enfin, on mettra en place un système qui permettra de cocher plusieurs utilisateurs à travers plusieurs pages. Et on peut réorganiser et continuer à cocher. Et quand on supprimera, automatiquement, ça supprimera tous ces utilisateurs-là. Donc c'est relativement classique, mais on va apprendre à créer ça sans écrire une seule ligne de JavaScript, justement grâce à Livewire. Alors avant de se lancer dans cet exemple-là, on va essayer juste rapidement de comprendre ce qu'est Livewire. Donc pour l'installer sur un projet, il faut commencer par installer la dépendance. Donc moi ici, j'ai une application Laravel qui a déjà été construite, et dans cette application, j'ai créé ce tableau-là, et c'est un tableau avec une simple boucle for. Et j'aimerais bien créer un petit composant pour tester Livewire au-dessus. Donc la première étape, c'est au niveau de notre terminal, de faire un coup de composer require livewire/livewire. Automatiquement, ça va installer les différentes dépendances. Et ensuite, dans notre template, donc moi dans mon layout.blade.php, dans notre partie head, on va injecter le style lié à Livewire. Et on a un tag qui s'appelle Livewire Styles. Et en dessous, tout en bas, juste avant la fermeture de mon body, moi je vais le mettre quand même juste avant la partie chargement des icônes, je vais charger Livewire Scripts. Une fois que c'est fait, on va pouvoir créer notre premier composant. Donc pour ce faire, on a une commande au niveau de make, donc on va faire un PHP artisan, make.livewire. Et on va créer un composant très classique, c'est toujours le même composant pour tester ce genre d'outil, on va créer un petit compteur. Automatiquement, ça va créer deux fichiers, un fichier PHP counter.php et la vue qui correspond. On va commencer par ouvrir ce fichier counter.php. À l'intérieur, on voit qu'on n'a pas grand chose, on a une classe qui étend de composants qui proviennent de Livewire et on a une fonction render. Cette fonction render va charger la vue qui s'appelle counter.blade.php et qui ne fait rien. Donc moi j'aimerais bien avoir un compteur qui puisse être incrémenté lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton. Donc au niveau de notre compteur, on va définir une propriété publique qui permettra de mémoriser la valeur du compteur. Donc on va créer une propriété publique que l'on va appeler count et qui aura comme valeur initiale 0. On va aussi créer une méthode publique qui va permettre d'incrémenter ce compteur-là. On va l'appeler increment et on va lui dire de faire un vis count égale vis count plus 1. Donc là c'est très classique, on a ça. Pour ceux qui connaissent déjà React ou Vue.js ou autre, vous pouvez imaginer ça comme un état dans votre composant qui va être persisté tout au long des interactions utilisateurs. Au niveau de mon counter.blade.php, on est obligé d'avoir une div racine, il faut obligatoirement un seul élément racine. Et à ce niveau-là, je vais créer une petite div qui mettra compteur suivi du numéro de compteur. Donc là, on affichera notre variable, c'est du blade, et on aura un petit bouton qui va permettre d'incrémenter. Et je vais lui donner une classe pour qu'il soit un petit peu plus joli. Lorsque j'appuie sur ce bouton, j'aimerais bien qu'il appelle la méthode au niveau de notre composant increment. On peut le faire avec un attribut bien particulier qui est wire suivi de l'événement click et on lui dit il faut que tu appelles increment. Voilà. Maintenant que ce composant est créé, il me faut pouvoir l'utiliser. Alors moi je vais le mettre dans mon layout, mais peu importe. On va s'imaginer qu'avant le body, ici, je vais utiliser un composant. Donc on va utiliser livewire counter. C'est le nom de notre composant. Et je le ferme parce qu'il ne prend aucune propriété. Donc je vais sauvegarder et je vais réactualiser ma page. Lorsque je réactualise ma page, je vois bien que j'ai mon compteur avec la valeur 0. Lorsque je clique sur increment, on voit bien que ce compteur s'incrémente. Alors c'est très classique, mais ça permet de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe derrière. Donc je vais sortir mon inspecteur, on va aller dans l'onglet réseau, et on va réactualiser la page. Premier point intéressant, c'est que si on affiche le code source de la page, on va voir à l'intérieur qu'on a bien notre texte compteur. Si je descends un petit peu, ici, avec notre rendu HTML, et on a notre bouton, donc le rendu côté serveur est géré de base. On notera juste qu'on a une div particulière, qui est la div qui a un attribut WireID qui permet en fait à Livewire de se câbler avec le initial data qui contient différentes informations.
Donc ce sont des métadonnées qui permettent à LiveWire de fonctionner. Ces métadonnées sont automatiquement placées sur l'élément racine et c'est pour ça qu'il faut un seul élément racine. Maintenant, si je clique sur incrémenter, on voit qu'on a tout de suite un aller-retour serveur. On a une requête Ajax qui se fait vers le point d'entrée counter. Si je regarde à l'intérieur de cette requête-là, on a un payload particulier. On a le fingerprint qui est en fait l'ID de notre élément, si vous voulez. On a le serveur memo qui contient les informations de notre serveur. Donc on voit ici par exemple qu'on a data. Donc ça c'est l'état de notre composant avec un checksum qui permet de vérifier si ça a été altéré. Et enfin, on a updates qui définit ce que l'on est en train de faire. Donc là, on voit que dans cet update, on a un appel à la méthode increment qui doit être fait avec aucun paramètre. Automatiquement, en réponse, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un JSON qui contient une clé effects. À l'intérieur, on nous dit que effectivement le compteur est maintenant dirty, c'est-à-dire qu'il a changé, et on nous renvoie le nouveau HTML. On nous renvoie aussi le serveur memo qui contient l'état nouveau de notre composant. Donc l'état avec ce compteur qui est passé à 1. Donc en fait, ce qui se passe, si on compare à des frameworks front-end classiques, c'est que ce n'est plus le front, c'est-à-dire le client qui va être responsable de gérer l'état du composant, c'est le serveur qui va automatiquement gérer les choses. Lorsque je clique sur incrémenter, je lui envoie en fait mon état actuel, donc c'est l'état où je dis que le compteur était à 1, et automatiquement la réponse va me dire « Ah, ben maintenant le compteur passe à 2 ». Et on a comme ça ce système-là. Alors clairement, pour cette situation, ce n'est pas très adapté parce que forcément, on fait un aller-retour côté serveur alors qu'on n'en a pas forcément besoin. Pour un compteur, typiquement, mieux vaudrait faire entièrement les choses côté client en utilisant d'autres frameworks tels que Alpine par exemple. Par contre, dans le cadre où ici, on a un tableau d'utilisateurs que l'on veut pouvoir réorganiser, c'est beaucoup plus pertinent parce que lorsque je clique sur un titre de colonne pour déclencher une réorganisation par exemple, il y a forcément un aller-retour serveur pour pouvoir me renvoyer des datas. Donc ça va être beaucoup plus pertinent comme exemple. Mais voilà comment fonctionne LiveWire. En fait, vous avez une sorte de système de composants, mais qui est géré côté backend. Alors maintenant qu'on a compris le principe, ce que je vous propose, c'est de passer au data table. Donc je vais supprimer ce composant-là, et je vais aller supprimer les fichiers qu'il a créés. Donc je vais supprimer le fichier counter.php et la vue qui correspond. Actuellement, pour gérer ma liste d'utilisateurs, j'ai un contrôleur qui est dédié, qui est le user controller, qui fait tout simplement une requête à all et qui charge notre vue. Mon idée, c'est de dynamiser ça. Donc on va commencer par créer un composant qui va permettre de représenter nos utilisateurs. Donc au niveau de mon terminal, je fais un PHP artisan make.livewire et on va créer un composant qu'on va appeler users table. Et on va mettre en camel case, users table. Automatiquement, il va créer ces deux fichiers-là. Donc on va avoir notre users table qui est le composant LiveWire, et ensuite on aura la vue qui correspondra, qui s'appellera users table. Donc la première idée, c'est de se dire, pour ce composant-là, je vais avoir dans mon état la liste de mes utilisateurs. Donc je pourrais être tenté de créer une propriété publique users, qui sera comme ça un tableau vide. Ensuite, on a différentes fonctions, donc elles sont expliquées sur la documentation, qui correspondent au cycle de vie de notre composant. Donc moi j'aimerais bien lui dire, lorsque le composant est initialisé, la première fois par exemple, il faudrait que tu charges les utilisateurs. Donc si je regarde au niveau de la partie Lifecycle Hooks, on a tous ces hooks que l'on peut utiliser. Donc nous on va utiliser le hook mount. Donc lorsque le composant est monté, je vais lui dire de récupérer les utilisateurs et de les mettre dans cette propriété, en faisant ici un user all. Je n'ai pas alors besoin de passer les utilisateurs au niveau de ma vue, tout ce qui est en propriété publique va être accessible au niveau de ma vue. Dans mon users table, je peux mettre le code que j'avais mis actuellement pour rendre ma vue. Donc moi je vais aller dans users/index et là je vais copier-coller tout ce code-là. Vu que c'est du code Blade, je peux passer d'un code qui était statique auparavant à un code qui est dynamique avec LiveWire. Enfin, maintenant que ce code est créé, je peux revenir dans mon index.blade.php, supprimer tout le code que j'avais écrit et utiliser mon composant LiveWire. Donc c'est le composant users_table. Si j'essaie maintenant de réactualiser la page, je vais avoir toujours mon système qui affiche la liste des utilisateurs. J'ai toujours le rendu côté serveur, mais c'est un composant qui utilise maintenant LiveWire. Si j'essaie de mettre en place un système un peu dynamique, on va s'imaginer qu'on a un petit système de compteur aussi. Donc on va revenir dans le users table, on va créer une nouvelle propriété publique qui va s'appeler count, qui sera égale à 0, et on recrée notre fonction publique increment qui permet d'incrémenter. Et là on fera un visCount++, ça sera un petit peu plus rapide.
Si je reviens au niveau de mon user stable et que je crée un petit bouton pour compter, donc on va créer un bouton qui va s'appeler incrémenter et on mettra un wire de point click. Vous allez voir quelque chose d'un petit peu particulier. La question qu'on peut se poser, c'est finalement comment il va faire pour envoyer les utilisateurs et les récupérer. Comment il va normaliser ces données-là et les transférer. Donc je vais revenir au niveau de ma page, je vais ressortir mon onglet inspecteur et je vais aller dans l'onglet réseau. Je réactualise, je clique sur incrémenter, on a bien l'aller-retour avec le serveur et voyons un petit peu ce qu'il y a. Donc dans notre partie serveur mémo, on voit ici qu'il me donne juste les données qui ont changé parce qu'il détecte que users n'a pas été modifié et c'est ce qu'il me dit dans effect. Il n'y a que count qui a été changé et je te renvoie nul au niveau de l'HTML parce qu'il détecte qu'il n'y a pas eu de changement. C'est-à-dire que le rendu précédent est identique au rendu suivant. Donc autant ne rien faire, ça permet d'optimiser les choses. Maintenant, si je regarde au niveau des entêtes, qu'est-ce que moi j'ai envoyé au serveur? Si je regarde dans la partie serveur mémo, on voit qu'on a donc dans les datas count qui a la valeur 0 et users qui contiennent notre liste d'utilisateurs. Pourtant, quand on déplie, ça peut être étonnant, notre liste d'utilisateurs, c'est que des tableaux vides. On a une autre clé un petit peu plus bas qui s'appelle data meta qui contient les métadonnées. Et là, on voit qu'on a un model collection de users et à l'intérieur, si on déplie, on a les ID. En fait, dans l'état, il ne sauvegarde pas nos modèles, il va sauvegarder juste la présence effectivement de nos utilisateurs et les ID qui sont associés. Donc à chaque fois qu'il va contacter le serveur va prendre la liste de ces ID, récupérer tous les utilisateurs qui correspondent et ensuite les réhydrater pour pouvoir faire le rendu pour réaliser qu'il n'y a aucun changement. Alors dans cette situation, c'est pas forcément pertinent de se dire on va mettre les utilisateurs au niveau de l'état, parce que ça ne va pas véritablement changer. L'état finalement de notre data table, ça va être les colonnes qui vont être utilisées pour l'organisation ou la recherche qui doit être faite. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va plutôt lui dire, j'ai pas besoin des utilisateurs, j'ai pas besoin de les récupérer ici. Par contre, à chaque fois que tu rends, je vais t'expliquer comment les récupérer. Et là, je vais utiliser un user all. Comme ça, ces données ne sont plus échangées entre le serveur et le front, et au moins c'est que le serveur qui contrôle les choses. Donc ça c'est beaucoup mieux, ça offre aussi une meilleure sécurité, et on se contentera de mettre au niveau de l'état seulement les choses qui sont importantes pour le rendu. Et justement, on va attaquer le système de recherche. On aimerait bien maintenant être capable, lorsque je tape dans ce champ-là, de filtrer. Je tape Jackie, et j'aimerais bien avoir que Jackie qui s'affiche. On va pour cela créer une nouvelle propriété au niveau de notre composant qui sera une propriété publique, qui sera une chaîne de caractères qui va s'appeler search. Et on lui donnera une valeur initiale qui sera une chaîne de caractères vide. Maintenant, dans mon système de users ici, plutôt que de faire simplement un all, je vais commencer par faire un where pour pouvoir filtrer les résultats. Donc là, je vais lui dire where et je vais lui dire que je veux que le nom soit quelque chose qui contienne ce que l'on a demandé au niveau de la recherche. Donc on mettra un petit pourcentage et à l'intérieur on mettra this search. Maintenant il me faut un système, alors attendez je finis juste d'écrire ça, voilà, et je ne sais pas pourquoi j'ai voulu aller à la ligne, donc il me faut un système qui permette de mettre à jour ce champ-là. Alors on pourrait se créer une méthode qui s'appellerait setSearch, qui serait appelée quand le champ changerait, mais on a aussi un petit helper qui est très pratique, qui est le wire de point modèle, qui permet de câbler automatiquement un champ avec une propriété de notre composant. Donc dans notre user stable ici, je peux lui dire le champ de recherche, j'aimerais bien le câbler, donc je vais mettre wire de point modèle, et je vais le câbler avec le champ qui s'appelle search dans mon composant. Si maintenant je réactualise ma page, hop, je commence à taper Jackie, et vous voyez qu'à chaque fois que je tape quelque chose, il y a un aller-retour qui est fait avec le serveur. Le serveur va recevoir une update du champ search, et il va re-rendre notre composant, nous renvoyer la nouvelle version de l'HTML, qui va être comparée à notre version actuelle, et il va refaire le rendu. Et comme ça, vous avez un système de recherche dynamique. Alors par contre, on peut se dire, ça risque d'être un petit peu intensif. Si l'utilisateur commence à taper plein de lettres, si on fait un aller-retour avec le serveur à chaque fois, ça va être un petit peu compliqué. Alors heureusement pour nous, Livewire a pensé à ça, et vous avez la possibilité au niveau de modèle de rajouter des propriétés, et il y a une propriété qui s'appelle debounce, et vous pouvez lui dire à quelle fréquence vous voulez debouncer. Donc par exemple, je vais lui dire, tant que l'utilisateur tape, tu ne fais rien et tu attends 500 millisecondes. S'il a retapé, tu réattendras 500 millisecondes. Et s'il ne tape pas au bout de 500 millisecondes, tu lanceras effectivement la recherche. Donc vous pouvez adapter le temps en fonction de votre situation, mais si maintenant je retape et que je tape Jackie et que j'attends un petit peu, hop, on voit que là, on a notre rendu.
Et si on regarde au niveau du serveur, au passage, on voit que la seule chose qui passe au niveau des entêtes, on n'a plus cette histoire d'utilisateur parce qu'on n'a que dans nos propriétés search, donc ça permet d'avoir un payload qui est un petit peu plus lent, et dans le retour, pareil, on a juste le rendu HTML. Donc c'est le genre de choses, par exemple, qui serait assez compliqué à mettre en place. Il faudrait créer une API, un système de recherche et tout ça. Là, en 2 temps 3 mouvements, on a mis en place un système de recherche qui est dynamique et qui est quasi instantané. Petit détail d'ailleurs intéressant, quand vous changez une propriété, vous pouvez la relier à un query string, ce qui permet à un utilisateur de sauvegarder l'URL et de la partager par exemple. Donc ça se fait très simplement. Dans votre composant ici, vous pouvez avoir une nouvelle propriété qui va être protégée et qui va s'appeler query string. Cette propriété sera un tableau. Vous mettez en clé la query string que vous voulez, qui correspondra au nom d'une de vos propriétés. Moi ici, ça va être search. Et vous allez pouvoir lui dire, j'ai envie d'utiliser cette propriété, sauf si ça a une valeur vide. Si c'est une valeur vide, tu la retires de l'URL. Voilà. Si maintenant je réactualise la page, donc j'ai tout qui a été vidé, je commence à taper Jackie, et vous voyez que j'ai ça dans mon URL. Si je réactualise la page, automatiquement il garde Jackie, et j'ai ma recherche qui fonctionne nativement. Encore une fois, c'est plutôt cool et plutôt simple. Alors maintenant, on aimerait bien avoir un système de pagination, parce que afficher tous nos utilisateurs, c'est pas forcément optimal. Ici, on en a je sais plus combien, donc c'est pas top. On aimerait bien avoir une pagination des utilisateurs 5 par 5. L'avantage, c'est qu'on est sur Laravel, donc on n'est pas obligé de s'embêter. On peut ici lui dire, j'aimerais bien paginer, donc on paginate. Et je pagine 5 par 5. Au niveau de mon template, je mets tout en bas, juste après mon petit tableau, ma pagination. Et j'utilise encore une fois les helpers de Laravel, donc je prends mes utilisateurs et je lui demande de générer les liens de la pagination. Je réactualise ma page, j'ai automatiquement le système qui fonctionne 5 par 5 et lorsque je clique sur Next par contre, je vois qu'il y a un rafraîchissement automatique de toute la page. Donc moi c'est pas ce que je veux, moi j'aimerais bien avoir une pagination en Ajax. Alors pareil, ça se fait très simplement, au niveau de votre composant, vous pouvez utiliser un trait qui s'appelle with pagination. Ce trait va automatiquement indiquer qu'on a un système de pagination qui est en place et du coup le système de pagination va être transformé pour un système en Ajax. Je réactualise la page, je clique sur Next et on voit cette fois-ci qu'il y a juste un chargement Ajax et qu'il a fait ce système de pagination. Donc ça va être très bien parce qu'on va pouvoir conserver des états entre les différents rendus. Donc on pourra se rendre d'une page à une autre tout en gardant certaines informations. Ça va être très pratique par exemple quand on va mettre en place le système qui permettra de cocher, de sélectionner des utilisateurs. On ne perdra pas les utilisateurs cochés entre chaque page. Si on regarde au niveau de notre user stable, ce qui part et ce qui rentre, en fait ce que fait ce trait-là, c'est qu'il va rajouter des propriétés particulières et on a une propriété page qui contient la page courante. Et c'est comme ça qu'en fait il peut suivre la page sur laquelle on est. Et lorsqu'on lui demande de faire un next, par exemple, il va appeler au niveau des méthodes, la méthode nextPage. Donc automatiquement, ce trait-là va venir rajouter plein de petites choses plutôt pratiques. On remarquera que vous avez la possibilité de personnaliser la vue qui est utilisée au niveau de la pagination. Donc par défaut, il supporte Tailwind et Bootstrap, mais si vous utilisez un framework différent, moi j'ai choisi, je ne sais pas trop pourquoi ici, d'utiliser Bulma, je peux choisir d'utiliser un template de pagination complètement différent. D'ailleurs, c'est ce que l'on va faire, donc je vais revenir dans ce composant-là, où vous pouvez carrément aussi vous créer votre propre trait si c'est quelque chose que vous avez besoin de faire à plusieurs endroits. Donc je vais créer une fonction publique qui va s'appeler PaginationView, et je vais lui indiquer que la pagination à utiliser, c'est livewire.pagination. Je vais ensuite aller dans le dossier livewire, ici, et je vais aller créer un nouveau fichier que je vais appeler pagination.blade.php. Alors au niveau du contenu de ce fichier, ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez utiliser le système de pagination classique, ce sont les mêmes fonctions que celles qui sont disponibles au niveau de Laravel, sauf que quand on va cliquer sur une pagination, il faudra lui demander d'appeler les méthodes nextPage ou prefpage. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble un petit peu à ça. Ici on cherche les wires, voilà, il y a un previous page pour aller à la page précédente, un next page pour aller à la page suivante, et quand on va cliquer sur une page bien particulière, on aura un go to page et on lui enverra le numéro de la page. Vous pouvez vous inspirer des paginations qui sont déjà offertes par défaut. Si je réactualise ma page, voilà, j'ai quelque chose de quand même beaucoup plus sympa visuellement. Alors maintenant, on aimerait bien mettre en place un système qui permet de changer l'ordre d'organisation. Alors au niveau de notre composant, on va avoir besoin de rajouter de nouvelles propriétés. Donc à ce niveau-là, on va créer une première propriété qui sera une chaîne de caractères, qui sera le order field. Et on lui dira que par défaut, ça sera le nom.
Je vais aussi créer une autre propriété qui sera le order direction, qui sera la direction d'organisation, et on va mettre ask croissant par défaut. Maintenant, je peux changer ma condition à ce niveau-là. Donc après avoir rajouté mon where, je vais lui dire de faire un order by. Je vais lui préciser que la colonne, ça sera ce que j'aurai dans le champ order field. Et ensuite, la direction, ça sera ce que j'aurai dans le order direction. Pour pouvoir changer le système d'organisation, je vais créer une fonction publique qui va s'appeler setOrderField, qui va permettre de changer le nom du champ qui va être utilisé au niveau de l'organisation. À ce niveau-là, je vais regarder, est-ce que c'est déjà le champ que l'on utilise? Dans ce cas-là, il faut simplement inverser la direction. Si jamais c'est un nouveau champ, dans ce cas-là, on lui dit il faut passer en mode croissant avec le nouveau champ. Donc on va lui dire si le nom qui est demandé est égal au champ qui est actuellement le champ de réorganisation. Dans ce cas-là, on va changer order direction et on va lui dire que si order direction est déjà croissant, dans ce cas-là, on veut qu'il passe en décroissant et sinon il reste en croissant. Dans le cas contraire, on va lui dire que le champ qui va être utilisé, donc c'est le order field, va être le champ qui est demandé, et je vais lui dire que le order direction bascule en croissant. Vous pouvez aussi lui demander de réinitialiser le champ à son état initial grâce à une méthode qui s'appelle reset. Vous mettez reset, le nom de votre propriété, donc nous ici ça sera order direction, et automatiquement il prendra la première valeur qu'il avait ici au niveau de l'initialisation. Ça peut être pratique si vous voulez éviter les répétitions. Si je réactualise ma page, je vois que par défaut tout est organisé par le nom croissant. Si je reviens au niveau de mon système user stable ici et que je lui précise, lorsque l'on clique ici, donc wire 2.click, je veux que tu changes et que tu utilises la méthode setOrderField et je te donne le champ qui va être le champ name. Et je vais faire la même chose pour les autres champs. Donc là, on va lui dire, ça sera pour le job. Hop. Là, ça sera pour le statut. Alors moi, c'est un champ qui s'appelle active. Et après, ici, ça sera pour le rôle. Comme ceci. Je réactualise ma page. Je clique sur title. Et vous voyez que c'est le titre qui est utilisé. Je clique sur statut. Et j'ai que les éléments actifs ou inactifs. Le rôle. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, j'ai tout un système qui me permet d'organiser. Alors notre système fonctionne bien, mais on aimerait bien avoir un petit indicateur visuel au niveau du nom, du titre, pour savoir est-ce que oui ou non, ça a bien été modifié. Alors là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous êtes dans Blade, vous pouvez vous créer vos propres composants ou même faire un include pour automatiser les choses. Alors on va ici utiliser un composant pour être raccord avec le reste et on va faire un PHP artisan make.component. Alors là, c'est pas du tout lié à Livewire, c'est un composant Blade classique et on va l'appeler table header. On va ensuite modifier ce table header. On va préciser les propriétés qu'il va être possible de passer, ce qui se fait très simplement en modifiant le constructeur. Donc on va lui préciser qu'on aura une propriété publique et on lui passera la direction actuelle. On aura une propriété publique qui permettra de lui passer aussi le nom ou le label. On va mettre label. Ensuite, on aura une propriété publique qui sera le nom du champ qui doit être utilisé pour la réorganisation. Voilà. Une autre propriété publique qui sera le label. Et enfin, une dernière propriété, le nom du champ qui est actuellement utilisé. Alors, je ne sais pas si on l'appelle current name ou field. Allez, on va laisser field, qui est actuellement utilisé pour l'organisation. Ensuite, au niveau de mon système de view, on va rendre table header. Et table header recevra l'ensemble de ses propriétés. On affichera la flèche que si effectivement le champ qui est actuellement utilisé pour la réorganisation correspond au nom ici. Donc je vais lui passer en même temps une petite variable, ce qui nous permettra de gagner un petit peu du temps, qui s'appellera showEuro ou visible, allez, directement, et on lui dira que ça sera visible si le champ qui est actuellement utilisé est égal au champ de notre système de petites flèches. Maintenant, je peux modifier le table header.blade.php. Je vais remplacer l'élément racine par un petit th, et à l'intérieur, je vais mettre le label, donc ça va être le label qui va être utilisé pour notre th, et ensuite je vais utiliser une petite icône qui va s'afficher que si on a le visible. Et si on a le visible, suivant que l'on soit en mode croissant ou décroissant, on n'affichera pas la même icône. Donc là, on va lui dire si la direction c'est égal à ask en majuscule, dans ce cas-là, je veux utiliser, donc moi j'utilise actuellement yon icône, et je vais utiliser l'icône qui s'appelle caret
up-outline. C'est un triangle qui pointe vers le haut pour une organisation croissante. Dans le cas contraire, je vais utiliser une autre icône, hop, et vous pouvez imaginer le nom de cette icône-là qui est caret down outline. Lorsque je clique sur ce TH, il faut que je change l'ordre. Donc là, je vais pouvoir lui dire, lorsque tu cliques, je veux que tu fasses un set order field. Donc c'était la méthode que l'on avait tout à l'heure. Et je vais lui préciser comme nom, dynamiquement, le nom qui est passé en paramètre de ce composant. Voilà. Donc maintenant, je reviens au niveau de mon système de user stable. Et dans le template, donc le user stable.blade.php, au lieu de ces TH là, je peux lui dire que je veux utiliser les tables header. Je vais enlever le wire de point click qui ne sert à rien et je vais lui passer les différentes propriétés. Donc on aura d'abord la direction, ça sera la direction qui est reçue. Donc ça sera order direction. Je lui passe ensuite le label. Alors moi ça sera simplement une chaîne de caractères, donc ça sera name. Je lui passe le nom du champ, donc le nom ça sera name en minuscule. Et je dois lui passer le champ qui est actuellement utilisé pour l'organisation. Je réalise que ce n'est pas forcément très bien pensé comme nom de propriété, et on lui passe order field. Voilà. Si maintenant je réactualise la page, on voit qu'on a ce name croissant, et lorsque je clique, ça passe en décroissant. Et il va falloir faire la même chose pour les autres champs. Donc là, je vais lui passer title au niveau du label, et title en minuscule. J'aurais d'ailleurs pu utiliser ça plutôt que le label, et on va faire ça. Hop, je retire le label ici, je le retire ici, je vais modifier mon table header, je vais retirer la présence du label parce qu'elle ne sert à rien, et dans mon template blade, je vais lui dire ici, plutôt que d'utiliser le label, je veux que tu rendes notre slot. Et là, ça sera $slot. Voilà. Donc je reviens au niveau de mon user stable, là ça va être le champ qui va s'appeler title, et la propriété, ça sera job. Ensuite, on va avoir ici donc active qui sera utilisé et ça sera statut. Et enfin, le dernier truc, ça sera le rôle. Et vous le voyez, hein, ça permet d'avoir un code qui est quand même beaucoup plus lisible et qui va être beaucoup plus dynamique. Voilà, on est obligé par contre de lui passer ces informations-là pour pouvoir savoir si oui ou non on doit afficher les choses. Donc je réactualise ma page et je vois que si je clique sur title, c'est le title qui a la flèche. Si je clique sur statut, c'est statut qui a la flèche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, j'ai mon système qui permet, comme ça, de réorganiser. L'avantage, c'est que je peux aussi lui préciser que ces systèmes-là vont être dans les query strings. Donc dans mon user stable, je peux lui dire, j'ai envie d'avoir le order field, qui sera du coup présent seulement si on n'a pas name, et ensuite on va avoir aussi order direction, qui sera présent seulement si ce n'est pas la valeur ask. Maintenant, je n'oublie pas les petites virgules, et j'ai mon système qui va permettre d'avoir à ce niveau-là la possibilité de filtrer avec la mémorisation dans notre URL, et on peut en plus rajouter une recherche. Et les deux sont croisés, et ça c'est vraiment intéressant. Maintenant, nous allons voir les Nested Components. Donc on peut imbriquer des composants dans d'autres composants et on veut notamment créer un formulaire d'édition. Alors ce formulaire d'édition, on pourrait être tenté de continuer à le gérer dans notre User Stable, mais ça risque d'être un petit peu compliqué. Ça commence à faire quand même pas mal de logique. Donc on va avoir une propriété qui permettra de savoir quel est l'utilisateur qui est actuellement éditable. Donc à ce niveau-là, au niveau de mon table, je vais créer une nouvelle propriété qui sera un nombre, donc on va mettre int, et qui va s'appeler edit id. Et par défaut, je lui dirai que ça prend la valeur 0. Lorsque je vais cliquer sur le bouton, je veux changer cette valeur-là. Donc moi, je vais aller créer ici une nouvelle méthode publique qui va s'appeler start edit et qui prendra en paramètre un nombre qui sera l'id de l'élément que je souhaite éditer. Ce sera un entier. Et tout de suite, je vais lui dire que l'élément que je souhaite éditer, le editID, prendra cette valeur-là. Au niveau de mon user stable, j'ai qu'à, au niveau du bouton à ce niveau-là, lui dire lorsque tu cliques, je veux que tu commences à éditer et je vais te passer en paramètre l'ID de l'utilisateur. Très simple à ce niveau-là, vous voyez, c'est pas bien compliqué. Maintenant, il faut que j'affiche un TR dès qu'on a cliqué sur ce bouton-là. Donc ici, je vais mettre une petite condition en lui disant si l'utilisateur, donc c'est le editID, est égal à l'id de l'utilisateur courant, donc le user ID. Dans ce cas-là, je veux que tu affiches un TR un petit peu spécial. Donc nous, ça serait un TR qui aurait un TD avec un call span qui contiendrait le nombre de colonnes, 5, et on mettrait ici éditer. C'est pour essayer, et ensuite on va créer ce composant-là justement.
Donc je réactualise la page, je clique sur éditer et on voit que ça déplie cette colonne-là. Si je supprime ma recherche, on voit que cet élément reste éditable parce que c'est persisté. Et si je clique sur éditer, c'est celui-là qui devient éditable. Donc à l'intérieur, j'aimerais bien avoir un formulaire qui contiendrait toute sa logique. Donc il faut savoir un petit peu à quel moment il faut séparer. Et là, c'est une bonne situation parce qu'on se retrouve quand même avec pas mal de logique. Donc on va créer un nouveau composant. Donc on est parti, on fait un PHP artisan, make .livewire parce que c'est un composant livewire que l'on va utiliser, et on va l'appeler userForm, qui est un formulaire qui permet d'éditer un utilisateur. Pour l'instant, on ne permettra que d'éditer le nom de l'utilisateur. Je vais éditer mon userForm, donc userForm, et je vais lui dire qu'il prendra une propriété publique, donc je vais mettre une propriété publique qui sera l'utilisateur et qui sera de type user. Au niveau du render, le render qui est proposé par défaut me va très bien. Je vais modifier ce template-là. Là, on va remplacer cette div par un TD et on va lui dire que ça sera un callspan de 5. Et en fait, c'est ce composant-là que l'on va utiliser à la place de notre TD. À l'intérieur, je crée un formulaire. Donc ça sera un formulaire qui aura une action particulière et pour l'instant, on ne s'occupe pas de la soumission. Et dedans, je vais créer une div qui aura la classe field. Je crée mon petit label. Donc je vais lui donner la classe label, donc ça c'est lié à mon framework CSS, et on va lui dire que ça sera pour le champ qui s'appellera name. Je précise au niveau du label name, et en dessous je vais mettre un input. Alors pour cet input, on va rajouter un wire model, et on va le brancher directement à un champ de notre utilisateur. Donc là ça sera user.name. Je lui rajoute ensuite des classes, et je le stylise en CSS. Pas grand chose à dire à ce niveau-là. Après notre champ, je crée mes boutons et j'aurai un petit bouton qui aura la classe button.isPrimary qui permettra de sauvegarder. Donc là, on l'appellera sauvegarder. Voilà. Alors, on va créer une méthode qui permet de sauvegarder l'utilisateur. Donc, dans mon userForm ici, je vais créer une nouvelle méthode publique qui va s'appeler save. Ce qu'elle fera pour l'instant, c'est qu'elle simulera quelque chose qui sera un petit peu lent, on va mettre 3 secondes, et après, elle ne fera rien. Au niveau de mon userForm, je peux lui dire que lorsqu'on soumet ce formulaire-là, je vais rajouter que ça c'est de type submit, et je vais lui préciser quand on soumet le formulaire, donc on a ici wire2.submit, je veux que tu appelles la méthode save. Alors attention, le formulaire serait soumis par défaut, donc on peut utiliser un modifieur qui s'appelle prevent, qui permet d'empêcher la soumission classique de notre formulaire. Maintenant que ce composant est créé, j'ai besoin de l'utiliser à la place ici de ce composant-là. Donc on peut le faire en utilisant livewire .userForm et je lui passerai l'utilisateur. Donc là, je peux directement lui passer comme ceci. Voilà, et là vous avez un composant qui est dynamique. Et je n'oublie pas de le fermer. Non, je pense qu'on peut le faire comme ça. Donc j'essaie de réactualiser ma page, je clique sur éditer à ce niveau-là, et vous voyez que j'ai mon formulaire comme ça. Alors par contre, ce formulaire ne m'affiche pas les informations utilisateurs. On s'attendrait, vu qu'on a le modèle, à avoir cette information-là. Alors je vais sortir mon inspecteur pour voir si j'ai une erreur, et à première vue, je n'ai pas d'erreur. Alors ça, c'est tout simplement dû au fait qu'il ne sait pas qu'il doit traquer cette information-là. Si je reviens au niveau de mon userForm, à première vue, les choses sont correctes. Ce qu'il faut faire, c'est dans notre définition de composant ici, rajouter des règles de validation. Donc on le fait grâce à une propriété protégée qui s'appelle rules, qui va contenir des règles, et on va lui dire que user.name est modifiable. Par contre, on veut que ça soit requis, on veut que ça soit une chaîne de caractères, et que ça ait au minimum, par exemple, 6 caractères. Voilà. Donc je sauvegarde, je réactualise ma page, je reclique sur éditer, et là, on a bien cette modification-là. Si je clique sur éditer ici, on voit qu'on a un autre problème, c'est qu'il conserve le nom du premier champ qu'on en a déplié. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable de savoir que lorsque l'on clique sur éditer, c'est une nouvelle version du composant. Lui, quand il fait son algorithme pour pouvoir faire les différences, il a besoin d'un identifiant unique pour savoir que ce composant-là que l'on a chargé pour le premier utilisateur est différent du composant que l'on veut charger pour le second utilisateur. Donc pour ce faire, il faut utiliser une clé. Donc ça c'est quelque chose que l'on a aussi avec les frameworks front-end. C'est quelque chose qui permet à l'algorithme de mieux s'y retrouver. Donc là on va lui dire que la clé, ça va être l'idée de l'utilisateur. Comme ça, il va rendre une version différente du composant pour chaque utilisateur. Et enfin, si je clique sur éditer ici, puis ici, on voit qu'à chaque fois, il change bien les informations. Donc dernier point, on a envie de sauvegarder et de valider les données.
Donc vu qu'on a créé des règles de validation, au niveau de notre users form, lorsqu'on clique sur Save, on va lui dire de valider les choses. Donc on peut utiliser la méthode validate. Cette méthode va automatiquement générer des erreurs de validation qui pourront être capturées au niveau de notre template. On va entourer notre input d'une div qui a la classe control et on va mettre en dessous les erreurs de validation. Donc on a un helper qui s'appelle error, on lui passe en paramètre le nom du champ, donc nous ça sera user.name et tout ce que l'on va mettre à l'intérieur ne sera visible que si on a une erreur. Et on va mettre une petite span qui aura la classe help et isDanger. Pour avoir le message d'erreur, il suffit simplement d'afficher message. Donc je reviens au niveau de mon système, je réactualise, je vais dans l'onglet Network pour voir un petit peu ce qui se passe, je clique sur éditer et j'essaie de supprimer cette chaîne-là. Et lorsque je clique sur sauvegarder, ça attend 3 secondes et ça valide en me disant que le nom doit contenir 6 caractères. Alors le petit souci, c'est que dès que je tape, on voit qu'il fait des requêtes Ajax. C'est pas forcément top. Une première idée serait de dire, on va utiliser le système des boons que l'on a vu tout à l'heure. Mais vous avez quelque chose qui est encore mieux, qui est la méthode defer. Donc defer veut dire que ce champ va effectivement être traqué, par contre il ne sera envoyé que lorsqu'il y a une autre communication réseau. Donc si je réactualise et que je clique sur éditer, vous allez voir que quand je tape, il ne se passe rien, mais quand je vais cliquer sur sauvegarder, il va faire les 2 étapes. Si on regarde un petit peu le payload de notre user form ici, on voit que dans les updates, on a 2 updates ce coup-ci. On a le sync input qui va permettre de synchroniser les choses et ensuite on a notre méthode. Donc defer permet de dire tu n'envoies les données que quand il y a une autre communication qui est déclenchée. Et là, l'autre communication est déclenchée grâce au save. L'autre détail que l'on voit, c'est que lorsque je clique ici et que je clique sur sauvegarder, automatiquement ce champ devient disabled. Donc c'est plutôt cool, ça se fait automatiquement, mais vous avez aussi la possibilité d'afficher des choses lorsqu'il y a du loading. Pour cela, vous pouvez créer une div et vous lui donnez comme attribut wire.loading. Et vous allez mettre ici chargement. Donc ça sera quelque chose qui sera visible que lorsqu'il y a un chargement et une communication avec le serveur. Et là, si je clique sur sauvegarder, on voit bien que ça s'affiche. Vous pouvez piloter un petit peu ça, vous pouvez même donner des attributs dynamiquement. Donc normalement, ce qu'il faudrait faire, c'est lui dire ici, par exemple, lorsque l'on charge, je veux que tu rajoutes un attribut, et l'attribut, c'est disabled. Comme ça, vous avez le bouton qui se désactive, même si à première vue, il a l'air de le gérer par défaut, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est la sauvegarde de l'utilisateur. Donc au niveau de mon user form, je sais que les données sont valides, l'utilisateur a été altéré, donc je peux me contenter ici de faire un vis, de récupérer l'utilisateur et de faire un save. Voilà. Donc je retente, je reclique sur éditer, je modifie le nom, je clique sur sauvegarder et c'est bien modifié. Le problème, c'est que ce n'est pas reporté au niveau du composant parent. Si je réactualise, on voit que c'est bien fait, mais par contre, effectivement, le composant parent n'a pas été re-rendu. On a pour cela la possibilité de générer un événement lorsqu'une opération particulière se passe. Donc moi, à ce niveau-là, d'ailleurs j'ai enlevé le validate, ce qui n'est pas du tout une bonne chose, attention, pensez à mettre la validation pour avoir la règle de validation. Et là, je vais lui dire, je veux que tu émettes un événement, et je vais l'appeler userUpdated. Automatiquement, cet événement pourra être capturé par tous les composants qui entourent ce composant-là. Donc dans mon userStable, je peux lui dire que je vais avoir un listener particulier. Donc les listeners se définissent via une propriété protégée qui s'appelle listeners. Et je lui dis, je vais écouter l'événement qui s'appelle userUpdated. Et lorsque cet événement se déclenchera, je veux que tu appelles la méthode onUserUpdated. Cette méthode, qu'est-ce qu'elle va venir faire? Mais moi, je me dis que je vais masquer le formulaire en retirant le editID ou en le réinitialisant à sa valeur 0, ce qui va automatiquement redéclencher un rendu. Et vu qu'il y a un nouveau rendu, il va refaire cette requête. Et vu qu'il fait cette requête, il va rafraîchir nos utilisateurs. Donc techniquement, je n'ai pas besoin de m'embêter à faire remonter des informations, je peux le faire comme ça. Et de toute façon, vu que mes utilisateurs n'étaient pas dans le scope de mon composant, je n'ai pas forcément d'autre solution. Donc à ce niveau-là, je vais aller créer une nouvelle méthode publique qui va s'appeler onUserUpdated et je vais lui dire de faire un vis, reset et de réinitialiser la valeur de editID. J'essaie de resoumettre mon formulaire, je retire les 2 A que j'ai mis à cette personne et là, ça marche bien. Donc voilà comment vous pouvez avoir un formulaire qui est dynamique, qui permet de changer des informations sans forcément devoir réactualiser la page. Et ça, c'est vraiment super intéressant.
Tant qu'on est en train de parler des événements, peut-être un petit détail, c'est que si je clique sur la page 6 et que je me dis tiens, je chargerais bien une personne, alors on va voir qui était en page 1 par exemple, Noreen. Donc je vais en page 7, je tape Noreen, et qu'est-ce que je remarque? Je remarque que je me retrouve avec un tableau vide. Pourquoi? Parce que je suis effectivement sur ma recherche, mais par contre je suis resté en page 7, et ça c'est pas forcément optimal. Donc vous avez une autre méthode dans les cycles de vie, qui est la méthode updating, qui permet de détecter quand une valeur est mise à jour. Et vous avez aussi updated quand une valeur a fini d'être mise à jour. Donc nous, on va se greffer justement sur ce updated. Donc on va lui dire, j'aimerais bien écouter le updating. Cette méthode prendra deux paramètres. Le premier, ça sera le nom du champ que l'on souhaite mettre à jour. Et le second paramètre sera la valeur, la nouvelle valeur. Et là, je peux lui dire, si le nom du champ, c'est la recherche, ben dans ce cas-là, je veux que tu reset les pages. Et pour le cas des pages, on a une méthode dynamique qui s'appelle resetPage, qui est importée depuis le trait withPagination. Ce qui permet du coup, lorsque je vais faire une petite recherche, hop, de revenir toujours en page 1. Enfin, le dernier système que l'on veut mettre en place, c'est donc ce système de cases à cocher. Donc dans notre user stable, on va rajouter un TD avant les premiers. Donc là, on va rajouter un TH. On va rajouter un TD qui contiendra notre checkbox. On va mettre un input de type checkbox. Et vu qu'on change le nombre de TD, on va modifier notre user form pour préciser que le call span va se faire maintenant sur 6 colonnes. Impeccable. Donc dans notre user table, on va avoir besoin de câbler ce qui va être coché ici à un champ. Donc premier réflexe, on se dit à ce niveau-là, je vais créer une nouvelle propriété publique qui sera un tableau qui va s'appeler selection, qui contiendra la sélection. Au niveau de notre user stable ici, je vais lui dire d'afficher ce tableau-là. Donc là, je vais faire un @dump et je vais dumper selection. Et au niveau de mon input, je vais préciser que ça va être câblé sur le modèle qui va s'appeler selection. Et au niveau de la valeur, je vais lui donner l'ID utilisateur. Ça sera user ID. Donc je réactualise ma page. On a bien un tableau vide. Lorsque je coche ici, ça me met à la valeur 0, 92. Je coche ici, j'ai 88. Et je coche ici, ça masque. Le gros problème de ça, c'est que si vous regardez dans l'onglet réseau, à chaque fois que vous cochez une case, il refait un appel parce que forcément il doit contacter le serveur pour voir la valeur de sélection, la mettre à jour et vu qu'il y a une mise à jour de l'état, automatiquement il re-rend et du coup il refait la requête. Ce qui est un petit peu dommage parce que si on regarde ça de près, concrètement pour cocher et décocher des cases, on n'a pas forcément besoin effectivement de faire appel au serveur. Donc là, utiliser LiveWire n'est pas forcément pertinent. Une autre solution, c'est de combiner ça avec un autre framework, et c'est ce qu'on vous montre un petit peu plus bas dans la documentation. Vous pouvez utiliser Alpine.js. Alors nous, on va l'importer un petit peu à l'arrache comme ça dans notre partie en tête. Donc on va aller dans notre layout. Mais si vous utilisez Laravel Mix, vous pouvez l'importer avec Laravel Mix, évidemment. Donc on importe Alpine, et pour cette partie-là, qui effectivement peut être gérée entièrement côté front, on va lui dire de ne le faire que côté front. Donc on va garder ce système de sélection à ce niveau-là pour l'instant, vous allez le voir pourquoi un petit peu plus tard. Et lorsque l'on coche les choses, on va le gérer côté front. Donc dans notre user stable, ici, on va dire que notre div va avoir des données. Donc on fait x-data, donc là c'est du Alpine.js, et je vais lui dire que j'aurai d'abord une valeur sélection, et ça sera un tableau vide. Donc j'initialise des données qui vont être utilisées que côté client. Pour débugger ça, je vais créer une span, qui va avoir comme HTML la valeur stringifiée de sélection. Donc je pourrais utiliser json.stringify de sélection. Ça permettra de débugger. Lorsque je coche, je ne vais pas utiliser le wire2.model qui permet de câbler avec LiveWire, je vais utiliser le x-model qui permet d'utiliser Alpine. Donc j'essaie maintenant de revenir sur ma page, je réactualise, je clique ici, et on voit qu'à ce niveau-là, c'est que côté client que les choses sont faites, et on n'a pas d'appel Ajax, donc c'est parfait. Maintenant, il faut que lorsque je clique sur supprimer, automatiquement, mon système backend puisse supprimer les informations. Donc on va aller créer un nouveau bouton qui ne va être visible que si on a plusieurs éléments qui sont sélectionnés. Ce bouton, on va le positionner au-dessus de notre tableau, à la place du bouton incrémenté qu'on avait laissé. Donc ça va être un bouton qui va avoir comme classe button et isDanger. Et à l'intérieur du bouton, on mettra supprimer. On lui dira, il faut que tu n'affiches ce bouton, donc x-show, là c'est du Alpine.js, seulement si la sélection a une taille qui est supérieure à 0. Et lorsque tu cliques, il va falloir que tu supprimes les utilisateurs. Mais pour supprimer les utilisateurs, c'est plus quelque chose qu'on va devoir faire côté serveur. C'est à ce niveau-là,
on va créer une nouvelle méthode publique qui va s'appeler delete users et qui prendrait en paramètre un tableau d'ID qui seraient les utilisateurs à supprimer. Pour l'instant, je vais me contenter à l'intérieur de faire un DD de ces ID là. Au niveau de mon table, je peux lui dire que lorsque tu cliques, donc là ça va être avec Alpine, ben je veux que tu appelles quelque chose qui est dans LiveWire. Et on peut faire communiquer les deux grâce à une propriété qui s'appelle Wire. Et je lui dis appelle delete user et je te passerai en paramètre la sélection. Donc on peut avoir un échange entre LiveWire et Alpine, ce qui permet de faire parfois certaines opérations que côté client sans forcément contacter le serveur et d'utiliser LiveWire lorsqu'on a besoin de communiquer avec le serveur. Donc j'essaie maintenant de réactualiser la page. Je clique ici, on voit que le bouton supprimer apparaît bien et lorsque je clique sur supprimer, on a un appel serveur avec ce DD qui s'affiche. Ce qu'il me faut faire côté serveur, c'est tout simplement supprimer ces utilisateurs-là. Donc là, je fais un user, destroy, et je vais supprimer les ID. J'essaie maintenant de réactualiser la page. Hop, je clique sur Noren et Lane, je clique sur supprimer, et les deux sont bien supprimés et disparaissent de ma liste. Le petit problème, c'est que ces ID restent présents à ce niveau-là. Moi, j'aimerais bien que ça se réinitialise. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est synchroniser quelque chose avec LiveWire et Alpine. Pour cela, il suffit de changer la valeur d'initialisation de Alpine. Donc, au niveau de notre users table ici, on va changer ça et on utilise @entangle et on lui dit il faut que tu prennes selection de manière defer. Si j'essaie de réactualiser la page, hop, vous voyez qu'on a ce tableau vide, je coche, il n'y a pas de communication côté serveur. Par contre, côté serveur, à ce niveau-là, lorsque j'ai supprimé, je peux lui dire il faut que tu réinitialises la sélection et que tu deviennes vide. Donc je recharge ma page, je reclique ici, je clique sur supprimer et le serveur va changer la valeur de sélection, le front va le récupérer et Alpine va refléter le changement qui a été fait côté serveur. Donc je peux avoir ici quelque chose qui se fait côté client, comme ceci, qui en plus est persisté avec les paginations. Donc on peut s'imaginer pouvoir chercher des utilisateurs et continuer à cocher des utilisateurs avec tous nos filtres. Et quand je clique sur supprimer, automatiquement, il va gérer les choses. Vous pouvez aussi lui dire de reset la pagination et de reset les filtres si c'est nécessaire, lorsqu'il y a une suppression par exemple, parce que sinon l'utilisateur va se retrouver sur des pages vides. Là, à vous de voir ce que vous voulez faire. Et on va supprimer nos petits debugs que l'on avait laissés en haut de la page. Voilà. Peut-être une dernière chose, vous pouvez aussi utiliser des messages flash. Donc par exemple dans notre user form, typiquement quand on sauvegarde un utilisateur, on peut s'imaginer sauvegarder un petit message dans la session qui permettra à l'utilisateur de savoir ce qui s'est passé. Parce que peut-être que l'interface réagit et c'est pas forcément évident de comprendre ce qui s'est passé. Côté back-end, c'est très classique, on fait appel à la session et dans la session, on va flasher. Alors vous pouvez flasher un message qui s'appellerait success par exemple et on mettrait l'utilisateur. L'utilisateur a bien été mis à jour. Vu que c'est la session de Laravel qui rentre en jeu, il suffit ensuite de simplement flasher au niveau de votre vue. Moi, je ne vais pas mettre le message flash dans le formulaire parce que le formulaire va de toute façon être masqué, mais en haut de mon tableau, par exemple, je vais lui dire si au niveau de la session, on a un message flash pour la clé success, dans ce cas-là, je veux que tu affiches un article qui aura la classe message primary. Donc ça, c'est un petit message de succès. Et on aura notre body. Et à l'intérieur de notre body, on aura la clé qui correspondra. Donc ça sera success. Si maintenant je clique sur éditer, que je change une information et que je clique sur sauvegarder, je m'attendrai à voir le message flash, mais il n'apparaît pas. Il n'apparaît pas parce qu'il est consommé par le user form. Donc dans cette situation, la meilleure solution, c'est de déplacer l'affichage du message. Non pas dans ce composant-là, parce que ce n'est pas lui qui va être responsable de l'affichage, mais plutôt dans le composant userStable. Donc on va lui dire, lorsque tu mets à jour les informations, donc ça va être dans le onUserUpdated, je vais flasher ça. Si maintenant je reviens ici, je clique sur éditer, je change un petit peu mon champ, je clique sur sauvegarder, et on me dit bien l'utilisateur a bien été mis à jour. Ce que je peux faire ici, c'est faire la même chose lorsqu'on a une suppression. Donc dans la partie destroy ici, on va pouvoir dire les utilisateurs ont bien été supprimés. Bon, vous pourriez même mettre du pluriel, ont bien été supprimés. Et peut-être lui rappeler la liste des utilisateurs supprimés. Bon, à vous d'imaginer.
J'essaie maintenant de resélectionner plusieurs utilisateurs, je clique sur supprimer et j'ai ce message flash. Et là, on a terminé avec notre système de data table qui est éditable en Ajax, avec un système de filtre et de recherche, et on a un truc qui est complet et qui peut être utilisé dans n'importe quelle page de manière dynamique. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ici, on a tout de même fait quelque chose d'assez spécifique, mais on pourrait tout à fait s'imaginer un composant générique qui s'appelle data table. Vous lui passeriez le modèle à utiliser, donc par exemple user ou post ou je ne sais quoi, et automatiquement ça générerait les tableaux. Et vous pouvez même vous imaginer lui passer le composant qui doit servir à rendre chaque ligne. Comme ça, vous avez quelque chose de très très dynamique. Donc ça peut être intéressant d'utiliser Livewire dans ce genre de situation. Personnellement, je pense que c'est un outil qui effectivement peut être pratique si jamais vous avez un site statique créé en Laravel et que dans certains cas et certaines pages, vous avez envie de créer des éléments qui sont dynamiques et qui font intervenir des données côté serveur. Alpine à mélanger à Livewire peut donner comme ça certains éléments bien pratiques. Et on le voit dans le cadre de ce tableau-là. Finalement, en 1 heure de temps, on a mis en place la plupart des fonctionnalités que l'on pourrait attendre pour ce genre de choses, sans forcément se compliquer trop la vie avec des frameworks front-end et tout le setup qu'il y a derrière. En quelques petits attributs, on a réussi à mettre ça en place. Donc j'espère que ça vous aura permis de mieux découvrir Livewire. Si vous avez peut-être d'autres idées de composants que vous aimeriez bien voir mis en place avec cet outil-là, je pourrais faire d'autres vidéos. Donc à vous de me dire si ça vous intéresse ou pas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de mieux comprendre l'outil et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!